À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions d'armement sont immobilisés près de la frontière, stoppant net une opération capable d'équiper une armée entière. Le choc est double, l'ampleur matérielle sidère, tandis que l'État burkinabé affirme soudain sa capacité à bloquer un basculement sécuritaire aux répercussions régionales. Pour les citoyens, la question décisive demeure. Que change réellement cette saisie? Et pourquoi la décision d'Ibrahim Traoré engage-t-elle la souveraineté bien au-delà de l'instant? En quelques heures, le Burkina Faso passe d'une vulnérabilité chronique à une inflexion stratégique dont les effets pourraient redessiner le Sahel. Ce récit promet d'éclairer ce qui se joue réellement derrière l'interception des 57 camions. Non pas un fait divers sécuritaire, mais un test grandeur nature de la capacité d'un État sahélien à reprendre la main. L'enjeu dépasse la saisie elle-même, car il touche à la crédibilité du pouvoir, à la confiance intérieure et à la position du pays dans un environnement régional sous tension. Pour le Burkina Faso, comprendre cette séquence, c'est mesurer comment une décision prise en quelques heures peut influencer la stabilité nationale, l'économie et les équilibres diplomatiques. Pour les observateurs, c'est aussi saisir comment un événement ponctuel peut devenir un précédent politique. L'analyse s'appuiera sur les éléments disponibles, le volume d'armes interceptées, la structure du réseau évoqué et les réponses institutionnelles engagées. Elle cherchera à distinguer ce qui relève de la communication, de la contrainte sécuritaire et de la stratégie de long terme portée par Ibrahim Traoré. Au centre se trouve une question simple. Cette crise marque-t-elle un sursaut durable de souveraineté ou seulement une parenthèse sous pression? En moins de 24 heures, l'enquête révèle que la saisie ne relève pas d'un trafic ordinaire. 57 camions chargés d'armes provenant de plusieurs théâtres extérieurs converguaient vers un même point de passage. Ce volume, suffisant pour équiper une force entière, transforme immédiatement l'incident en alerte stratégique nationale. Ce premier constat change la lecture de l'événement. Il ne s'agit plus seulement d'une interception réussie, mais d'un signal sur la profondeur d'un réseau et sur la vulnérabilité des frontières dans un espace sahélien déjà fragmenté. Le contexte sécuritaire explique la portée de ce basculement. Depuis des années, le Burkina Faso fait face à une pression constante de groupes armés et de trafics transfrontaliers, nourris par la porosité régionale. Les frontières longues, peu contrôlées, servent donc de couloirs logistiques où se croisent armes, financements et alliances opportunistes. Dans ce cadre, l'apparition d'un convoi d'une telle ampleur agit comme un révélateur brutal des failles accumulées. Très vite, les autorités annoncent que les numéros de série indiquent des origines multiples, allant de stocks issus de conflits passés à des fabrications plus récentes. Cette diversité suggère une coordination au-delà d'un acteur unique et renforce l'hypothèse d'une opération planifiée sur plusieurs mois. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension internationale impose une ligne étroite. Afficher la fermeté sans provoquer une escalade diplomatique susceptible d'isoler le pays. Le contexte politique interne pèse aussi sur la lecture de l'événement. La population, éprouvée par l'insécurité et l'incertitude économique, attend des signes tangibles de reprise de contrôle étatique. La saisie devient ainsi un symbole potentiel, celui d'un État qui revient sur des territoires longtemps perçus comme hors de portée. Mais ce symbole reste fragile, car il dépend de la capacité à transformer une interception ponctuelle en réponse structurelle. À ce moment-là, une chose devient claire. L'affaire dépasse l'urgence sécuritaire et ouvre un test de gouvernance, où chaque choix d'Ibrahim Traoré engage à la fois la crédibilité interne et la position régionale du Burkina Faso. Dans les premières heures suivant l'interception, une figure émerge comme point d'ancrage du reste du récit. Le capitaine Moussa Kaboré, officier à l'origine de l'arrêt du convoi. Son rôle dépasse celui d'un exécutant appliquant un ordre. Face à une colonne lourdement chargée et à l'incertitude sur les forces qui la protégeaient, il prend la décision de bloquer les camions, assumant un risque immédiat pour ses hommes.
Ce geste cristallise la séquence initiale de la crise. Les effets sont rapides. À l'intérieur du pays, l'annonce de l'interception circule vite, portée par les images des camions immobilisés. Pour une population habituée au repli et aux pertes de contrôle territorial, cette action est perçue comme un signal inversé. L'État n'a pas reculé. Le récit de l'initiative de Caboret alimente un sentiment de fierté, mais aussi une attente accrue envers les autorités centrales. C'est à ce moment que l'action individuelle bascule en enjeu politique. Pour Ibrahim Traoré, l'interception ne peut rester un fait isolé attribué à un officier courageux. Elle doit s'inscrire dans une narration collective, où l'État reprend la main de façon cohérente. Les discours officiels insistent donc sur la chaîne de commandement, soulignant que l'initiative s'inscrit dans une volonté plus large de sécurisation et de fermeté. Sur le plan pratique, les premiers effets se traduisent par un resserrement temporaire des contrôles et par une mobilisation accrue des forces de sécurité dans les zones frontalières. Ces mesures, limitées dans le temps, servent surtout à montrer une réactivité immédiate. Elles ne règlent pas encore les failles structurelles, mais elles modifient la perception du rapport de force. L'essentiel devient alors évident. Un acte local, porté par un individu, déclenche une attente nationale, où chaque décision suivante pèsera plus lourd que la saisie elle-même. L'enchaînement commence par une phase d'activation rapide. Après l'immobilisation des 57 camions, les autorités sécurisent la zone et isolent immédiatement le convoi afin d'éviter toute intervention extérieure. Cette première décision vise moins à communiquer qu'à gagner du temps, le temps nécessaire pour vérifier la nature exacte de la cargaison et évaluer les risques immédiats. Les informations remontent progressivement vers la hiérarchie militaire, puis vers l'exécutif, où l'ampleur de la découverte devient claire. Le passage au niveau politique intervient dès que la dimension exceptionnelle du convoi est confirmée. Ibrahim Traoré est informé des volumes, des origines présumées et des implications potentielles. À ce stade, la priorité est double. Empêcher toute fuite d'informations incontrôlée et préparer une réponse institutionnelle cohérente. Les premières heures sont marquées par une communication minimale, laissant volontairement planer l'incertitude afin de ne pas alerter d'éventuels complices encore actifs. La phase de montée en tension correspond à l'ouverture de l'enquête approfondie. Les camions sont inspectés méthodiquement, les documents saisis et les numéros de série analysés. Cette étape révèle que la cargaison n'est pas homogène, suggérant un assemblage progressif sur plusieurs itinéraires. Ce constat alimente l'idée d'un réseau structuré, capable de coordonner des flux logistiques complexes à travers plusieurs frontières. Dans le même temps, les services de sécurité renforcent la surveillance autour des principaux points de passage, anticipant d'éventuelles tentatives de diversion. Le moment de bascule survient lorsque l'affaire est rendue publique. Les autorités choisissent de communiquer sur la saisie, non seulement pour informer, mais pour reprendre l'initiative narrative. Les images des camions immobilisés deviennent un outil central, illustrant à la fois la menace évitée et la capacité d'action de l'État. Pour Ibrahim Traoré, cette exposition marque un choix assumé, transformer une opération sensible en signal politique, destiné autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les répliques immédiates se font sentir sur plusieurs plans. Sur le plan interne, l'annonce déclenche un regain d'attention médiatique et une mobilisation symbolique autour des forces de sécurité. Sur le plan régional, les partenaires du Sahel suivent l'évolution avec prudence, conscients que l'affaire pourrait avoir des ramifications transfrontalières. À l'international, les réactions restent mesurées, oscillant entre appel à la prudence et préoccupation quant à la stabilité régionale. La dernière phase de cette séquence concerne les ajustements rapides. Des réunions de sécurité sont convoquées pour évaluer les suites à donner, tandis que les autorités cherchent à éviter une escalade incontrôlée. Le message central reste constant. L'interception n'est pas un acte isolé, mais le début d'une vigilance forcée. Toutefois, derrière cette fermeté affichée, demeure une incertitude structurante. Comment prolonger cet élan sans s'exposer à des pressions politiques, économiques ou diplomatiques plus lourdes? Ainsi,
La chronologie révèle un glissement progressif, de l'urgence opérationnelle vers une crise de portée stratégique, où chaque étape engage davantage la responsabilité du pouvoir central. Avant la saisie, les autorités faisaient face à une menace diffuse et fragmentée. Après, elles disposent d'indicateurs chiffrés qui en révèlent l'ampleur réelle. Le passage du soupçon à la mesure modifie profondément l'analyse, car les volumes interceptés déplacent l'affaire d'un risque latent vers une certitude stratégique. C'est là que les chiffres prennent toute leur place dans la crise. D'abord, il y a l'arsenal lui-même. Les inspections révèlent près de 25 000 fusils d'assaut AK-47 et environ 70 000 grenades, réparties sur l'ensemble des 57 camions. En termes opérationnels, cette quantité correspond à un potentiel d'équipement pour une force armée complète, bien au-delà des besoins d'un groupe isolé. Cette donnée seule suffit à écarter l'hypothèse d'un trafic opportuniste et à confirmer une intention de déstabilisation à large échelle. Ensuite, vient la question de la provenance. L'analyse des numéros de série montre des origines multiples, incluant des stocks issus de conflits antérieurs et des fabrications plus récentes. Cette diversité implique une chaîne d'approvisionnement éclatée, capable d'agréger des sources éloignées dans le temps et l'espace. La valeur explicative de ce chiffre n'est pas tant géographique que logistique. Elle indique une capacité de coordination rarement atteinte dans les trafics locaux. Enfin, un autre élément décisif est financier. Les documents saisis et les premières investigations mettent en évidence des flux estimés à plus de 700 millions de dollars, répartis sur plusieurs comptes et juridictions offshore. Ce montant dépasse largement les capacités d'un réseau criminel régional classique. Il suggère l'intervention d'acteurs disposant de ressources financières considérables et d'une connaissance approfondie des circuits bancaires internationaux. Chaque dollar retracé renforce l'idée d'un montage pensé pour durer et pour échapper aux contrôles habituels. Pris ensemble, ces chiffres produisent un effet cumulatif. Ils transforment une interception spectaculaire en preuve systémique, où l'armement, la logistique et le financement s'imbriquent. Pour Ibrahim Traoré, ces données imposent une contrainte supplémentaire. Elles rendent toute minimisation impossible, tant vis-à-vis de la population que des partenaires extérieurs. La transparence chiffrée devient alors un outil politique autant qu'un impératif de crédibilité. Cependant, ces preuves quantitatives ont aussi leurs limites. Elles décrivent donc l'ampleur du réseau, mais pas encore son architecture complète. Les chiffres éclairent le combien, sans résoudre totalement le comment ni le qui. Ils exposent la profondeur du problème sans en livrer toutes les clés, laissant subsister des zones d'ombre sur les relais locaux et internationaux. La donnée brute agit donc comme un révélateur ambigu. Elle renforce la position de l'État en objectivant la menace, mais elle élève aussi le niveau d'attente. Une fois les chiffres posés, la question centrale n'est plus de savoir si le danger existait, mais comment il sera contenu. C'est à cet endroit précis que la crise quitte le terrain du constat pour entrer dans celui de la décision durable. Selon une première façon de lire la situation, largement partagée par certains analystes régionaux, considère la saisie comme la preuve d'une tentative structurée de déstabilisation du Sahel. Selon cette approche, le Burkina Faso n'est qu'un maillon d'une chaîne plus vaste, où des flux d'armes, d'argent et d'influence convergent pour alimenter une instabilité prolongée. Dans cette perspective, la réponse ne peut être strictement nationale. Elle suppose une coordination renforcée entre États voisins, un partage du renseignement et une implication accrue des partenaires internationaux, afin de tarir les sources du trafic. Les défenseurs de cette lecture estiment que l'isolement stratégique accroîtrait la vulnérabilité, en laissant le pays exposé à des réseaux capables de se reconstituer ailleurs. Selon une autre lecture, à l'opposé, met l'accent sur la souveraineté comme enjeu central. Pour ses partisans, l'événement constitue avant tout un test politique pour Ibrahim Traoré. L'interception réussie démontrerait que l'État est capable d'agir seul,
sans dépendre d'un cadre extérieur qui pourrait contraindre ses choix. Dans cette optique, accepter une implication internationale trop forte risquerait de diluer l'autorité nationale et de transformer la crise en levier de pression diplomatique. La priorité devrait alors être le renforcement interne, contrôle des frontières, montée en capacité des forces locales et consolidation du pouvoir central. Ces deux arguments présentent chacun une cohérence interne. Le premier souligne la nature transnationale du problème et l'insuffisance des réponses isolées face à des réseaux mondialisés. Le second rappelle que la légitimité du pouvoir se construit aussi sur la capacité à agir de manière autonome et lisible pour la population. La tension entre ces logiques n'est pas théorique. Elle structure les décisions à venir. La réponse apportée jusqu'ici suggère une tentative d'équilibre. Ibrahim Traoré affiche une fermeté nationale, tout en laissant ouverte la porte à des coopérations ciblées, sans les ériger en dépendance. Cette position intermédiaire cherche à tirer parti des deux lectures, mais elle reste fragile. Elle exige une exécution précise, car le moindre déséquilibre pourrait soit affaiblir la souveraineté affichée, soit isoler le pays face à une menace qui dépasse ses frontières. Ainsi, le débat ne porte pas sur la réalité de la menace, mais sur la manière de l'affronter, sans perdre le contrôle du récit et de l'action. Ce basculement s'opère lorsque l'affaire cesse d'être traitée uniquement comme un dossier sécuritaire et se transforme en acte de communication stratégique. Le discours adressé à la nation marque cette inflexion. En quelques phrases sobres, Ibrahim Traoré ne se contente pas de commenter une saisie d'armes. Il redéfinit le sens de l'événement. L'accent n'est plus mis sur la menace évitée, mais sur l'état d'éveil du pays face à des tentatives de déstabilisation répétées. Cette prise de parole agit comme un révélateur. Elle montre que l'enjeu principal n'est pas seulement d'empêcher la circulation des armes, mais de reprendre l'initiative symbolique. Les images des camions immobilisés, déjà diffusées, changent alors de statut. Elles ne sont plus des preuves techniques, mais des signes politiques, destinés à renforcer la cohésion interne. Le message implicite est clair. L'État observe, agit et assume. À l'extérieur, cette posture est interprétée de manière contrastée. Certains partenaires y voient une affirmation légitime de souveraineté, d'autres s'inquiètent d'un ton jugé trop ferme dans un contexte régional instable. Mais, à l'intérieur du pays, l'effet recherché semble atteint. La crise devient un récit mobilisateur, où la vigilance collective remplace la peur diffuse. À ce stade, Ibrahim Traoré transforme un moment de vulnérabilité en pivot narratif. La question n'est plus seulement ce qui a été saisi, mais ce que cette saisie dit désormais du rapport de force et de l'identité politique que le Burkina Faso entend projeter. Les répercussions de la saisie se déploient rapidement et touchent dans des sphères distinctes, chacune révélant une facette différente de l'impact réel de la crise. Pour l'État, l'effet immédiat est politique. L'interception renforce temporairement la légitimité du pouvoir central en montrant une capacité d'action tangible. Les institutions sécuritaires gagnent en visibilité et l'exécutif dispose d'un levier narratif pour justifier des décisions rapides en matière de surveillance et de coordination. Cette dynamique consolide la position d'Ibrahim Traoré à court terme, mais elle crée aussi une attente durable, celle de résultats soutenus au-delà du symbole initial. Du côté des entreprises, l'effet est plus contrasté. Les acteurs économiques, en particulier dans les secteurs miniers et logistiques, réagissent avec prudence. L'annonce d'un réseau international d'armement alimente les inquiétudes sur la stabilité à moyen terme, entraînant un gel temporaire de certains projets. Dans le même temps, des signaux inverses apparaissent à l'intérieur du pays, où les circuits économiques locaux montrent une résilience inattendue. Cette dualité traduit un arbitrage classique, retrait externe face à l'incertitude, recentrage interne par réflexe de protection. Pour les citoyens, l'impact est avant tout psychologique et social. La saisie des camions agit comme un moment de rupture
dans un quotidien marqué par l'insécurité diffuse. Les rassemblements de soutien et les réactions publiques traduisent un sentiment de fierté collective rarement observé depuis des années. Toutefois, cette mobilisation reste fragile. Elle repose sur la conviction que l'événement n'est pas isolé et qu'il annonce une amélioration durable de la situation sécuritaire. À défaut, l'espoir pourrait rapidement céder la place à la désillusion. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences s'inscrivent dans un jeu d'équilibre délicat. Les pays voisins du Sahel expriment leur solidarité, conscients que la circulation d'armes ne s'arrête pas aux frontières nationales. Cette convergence renforce l'idée d'un destin sécuritaire partagé. En revanche, certaines puissances extérieures adoptent une posture plus réservée, appelant à la retenue et à la préservation des cadres diplomatiques existants. Cette tension révèle un clivage entre logique régionale et attente internationale. Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage complexe. La saisie ne produit pas une transformation uniforme, mais une série de déplacements progressifs dans les rapports de force. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu devient alors de transformer ces conséquences hétérogènes en trajectoires cohérentes. Le succès ne se mesurera pas seulement à la fermeté affichée, mais à la capacité de maintenir l'équilibre entre confiance interne, prudence économique et stabilité régionale. Dans une première trajectoire possible, il s'agirait d'une stabilisation progressive, sans rupture majeure. Dans cette dynamique, les autorités parviennent à maintenir la pression sécuritaire engagée après la saisie, tout en évitant une escalade diplomatique. Les contrôles aux frontières sont renforcés de manière ciblée et la coopération régionale reste fonctionnelle, d'appos sans devenir structurante. L'économie, initialement ralentie par l'incertitude, retrouve un rythme modéré grâce à une confiance intérieure accrue. Ce scénario suppose une continuité de l'action d'Ibrahim Traoré, mais sans transformation profonde des équilibres existants. Dans une deuxième trajectoire possible, plus favorable, la consolidation pourrait s'accélérer. La saisie des camions devient alors un catalyseur. Les mécanismes de renseignement sont améliorés, les frontières mieux surveillées et les partenariats régionaux plus opérationnels. Cette dynamique renforce la crédibilité du pays, limitant les pressions extérieures et attirant de nouveaux soutiens, notamment au sein du Sahel. Sur le plan interne, la cohésion sociale observée après la crise se prolonge, offrant au pouvoir un capital politique suffisant pour engager des réformes plus ambitieuses. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré transforme un choc sécuritaire en levier de repositionnement stratégique. Dans une troisième trajectoire possible, la plus défavorable, les tensions pourraient s'accumuler. Les pressions économiques et diplomatiques s'intensifient, tandis que les réseaux de trafic se reconstituent par d'autres routes. L'interception initiale, faute de suite structurelle, apparaît alors comme un épisode isolé. La confiance interne s'érode, les investisseurs restent en retrait et les tensions sociales réapparaissent. À l'échelle régionale, le Burkina Faso risque de se retrouver plus exposé, sans bénéficier d'un soutien suffisant pour compenser l'isolement croissant. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives, mais conditionnelles. Elles dépendent moins de l'événement initial que des choix effectués dans la durée. Le point commun reste la centralité de la décision politique. La question clé n'est donc pas de prédire l'avenir, mais de comprendre que chaque action ou inertie déplacera le pays vers l'un de ses équilibres possibles. Pour une partie du public, cette crise reste d'abord une abstraction géopolitique, lointaine et complexe. Pourtant, ses effets se traduisent de manière concrète selon les profils. Pour les citoyens vivant dans les zones urbaines, l'interception des camions agit comme un signal de sécurité retrouvée, même temporaire. Elle modifie la perception du quotidien en instaurant l'idée que certaines menaces peuvent être anticipées et stoppées. Cette évolution, fragile, influence la confiance accordée aux institutions et conditionne l'acceptation de mesures de vigilance plus strictes.
Pour les populations rurales et frontalières, l'impact est différent. La saisie rappelle à la fois la proximité du danger et l'importance des contrôles. Elle met en lumière des territoires souvent négligés, soudain placés au centre de l'attention nationale. Cette visibilité peut susciter des attentes concrètes. Plus de présence étatique, de protection et de soutien logistique. À défaut, elle risque de renforcer un sentiment d'abandon si les annonces ne se traduisent pas en actions durables. Du côté des acteurs économiques locaux, notamment les petits entrepreneurs et commerçants, l'effet est ambivalent. La fermeté affichée rassure sur le principe, mais l'incertitude persiste quant aux conséquences économiques à moyen terme. Les décisions d'investissement, même modestes, restent suspendues à la stabilité perçue. Ici, la crise agit comme un filtre. Elle renforce les comportements prudents tout en incitant certains à se replier sur des circuits internes jugés plus sûrs. Enfin, pour les observateurs extérieurs et la diaspora, l'événement devient un marqueur symbolique. Il nourrit un débat sur la trajectoire du pays et sur la capacité du pouvoir à transformer un choc sécuritaire en amélioration tangible. À ce niveau, l'enjeu n'est plus seulement la sécurité, mais la crédibilité d'un projet politique est lisible. Ainsi, la crise traverse les publics de manière inégale, mais elle les relie par une attente commune. Voir si l'élan initial se traduira en changements perceptibles dans la vie quotidienne. La réponse esquissée par les autorités s'articule autour de plusieurs axes, pensés pour transformer une interception ponctuelle en dynamique durable. D'abord, il était question de sécuriser davantage les frontières. L'objectif affiché est d'améliorer la surveillance dans les zones les plus vulnérables par une présence renforcée et mieux coordonnée. Cette étape vise à réduire la probabilité de nouveaux convois clandestins, tout en envoyant un signal de dissuasion clair au réseau existant. Ensuite, l'attention se porte sur le renseignement. La crise a mis en évidence la nécessité de mieux croiser les informations issues des forces armées, de la police et des douanes. En centralisant l'analyse des signaux faibles, l'État cherche à passer d'une logique réactive à une logique anticipative. Cette évolution, technique en apparence, conditionne pourtant la capacité à éviter des surprises stratégiques similaires. Puis, la dimension politique et symbolique entre en jeu. Ibrahim Traoré insiste sur une communication régulière et contrôlée, destinée à maintenir la cohésion nationale sans nourrir l'escalade. La transparence partielle devient un outil, suffisamment d'informations pour renforcer la confiance, sans exposer les opérations sensibles. Cette approche vise à stabiliser l'opinion publique tout en limitant les marges de manœuvre adverses. Et, pour compléter, la coopération ciblée est également envisagée. Sans renoncer à la souveraineté revendiquée, les autorités envisagent des partenariats précis, notamment avec les pays voisins, afin de traiter les flux transfrontaliers à leur source. L'idée n'est pas de déléguer, mais de partager certains leviers opérationnels lorsque l'intérêt est clairement identifié. Pris ensemble, ces éléments dessinent une feuille de route pragmatique. Elle ne promet pas une résolution rapide, mais elle fixe des repères mesurables. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est désormais de transformer ses intentions en actions suivies, car c'est sur cette mise en œuvre que se jouera la crédibilité réelle du pouvoir. Le récit revient alors à l'image qui a marqué les premiers jours, les camions immobilisés sur le tarmac, silencieux, devenus malgré eux un symbole. Ce qui n'était au départ qu'un convoi intercepté s'est transformé en repère collectif, rappelant un instant précis où la trajectoire semblait pouvoir changer. Dans l'imaginaire national, cette scène résume une idée simple. L'État a choisi d'agir plutôt que de subir. Le motif se prolonge dans les gestes évoqués ensuite, notamment la volonté de transformer une partie des armes saisies en projet civil. Cette transmutation de la violence potentielle vers l'utilité sociale condense le message politique recherché. Elle suggère que la réponse à la crise ne se limite pas à la fermeté, mais qu'elle s'inscrit dans une projection vers l'avenir. Pour de nombreux citoyens, cette perspective offre un point d'ancrage émotionnel, plus durable qu'un discours sécuritaire. À ce stade,
Ibrahim Traoré apparaît moins comme un simple gestionnaire de crise que comme le porteur d'un récit de résilience. La force de ce récit tient à sa fragilité même. Il repose sur des attentes élevées et sur la capacité à tenir les promesses implicites. Si l'élan se maintient, l'image des camions restera associée à un tournant. S'il s'essouffle, elle pourrait devenir le rappel d'une occasion manquée. La phrase qui s'impose alors est concise. L'interception n'a de sens que si elle ouvre un chemin durable. Arrivé à ce point, le récit ne cherche pas à clore le débat, mais à l'ouvrir. La saisie des camions, les décisions qui ont suivi et les choix à venir dessinent une trajectoire encore incomplète. Elle appartient autant aux dirigeants qu'à la société qui observe, soutient ou questionne. Dans ce type de moment charnière, l'enjeu n'est pas l'adhésion immédiate, mais la vigilance collective sur la durée. Pour le public, l'essentiel est peut-être d'interroger les signaux faibles. Comment mesurer dans quelques mois si la promesse de fermeté s'est traduite en sécurité tangible? Quels indicateurs permettront de distinguer un symbole fort d'un changement structurel? Ces questions ne relèvent-elles pas de l'expertise technique seule? Elles concernent aussi la perception quotidienne, la confiance accordée et la capacité à demander des comptes. Dans l'espace public, échanger sur ces enjeux contribue à clarifier les attentes et à éviter les récits simplistes. La crise a produit un moment de convergence rare. Reste à savoir s'il sera suivi d'un apprentissage collectif. Selon vous, quels signes concrets permettront de juger si cette séquence marque un véritable tournant pour le Burkina Faso ou seulement une parenthèse sous tension ?